Databricks, ça a été fondé en 2014 par des étudiants à Berkeley qui voulaient faire le concours de Netflix. C'est $1 million qui est donné à l'équipe qui donne les meilleures recommandations pour les prochaines vidéos à recommander aux utilisateurs. Donc à la fois les données non structurées, les AI, mais aussi la partie SQL structurée, BI, avec un moteur qui est ouvert et une couche qui est vraiment open source. Et donc ça, c'est la naissance du Lakehouse. Et maintenant, on pense qu'il y a une nouvelle génération qui va arriver. On appelle ça des Data Intelligence Platform. Et donc, on pense que dans le futur, la moderne Data Stack, ça sera une moderne Data Intelligence Platform. Aujourd'hui, je reçois Quentin, qui est lead solution architecte chez Databricks, le Lakehouse, qui est un peu une alternative au Data Warehouse. Quentin va nous expliquer ce que c'est un peu plus en détail aujourd'hui. Et justement, j'ai souvent entendu parler de vous, un peu comme l'alternative à Snowflake. Et j'ai l'impression qu'il y a une petite rivalité dont on va aussi parler aujourd'hui, parce que je trouve ça intéressant. Et au-delà de ça, vous avez des très beaux clients. Je pense notamment moi à Decathlon que j'ai eu sur le podcast avec Anissé qui avait beaucoup parlé de vous pendant l'épisode. Et ça m'avait aussi donné envie de vous rencontrer. Donc je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Hello Quentin, ça va ? Salut Robin, écoute, ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Peut-être est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu comment toi tu t'es retrouvé lead solution architecte chez Databricks pour commencer ? Alors j'ai commencé ma carrière il y a une dizaine d'années, j'étais développeur, un petit peu full stack dans les toutes petites startups sur Paris. Et très vite, j'ai fait pas mal de data. Alors c'était l'époque un peu Hadoop et toutes ces technos-là. Donc j'ai vraiment adoré ça. Je me suis retrouvé à bosser chez DataStax qui font du Cassandra, donc vraiment de la base distribuée temps réel, et beaucoup de Spark. Et puis là, il y a eu un petit peu la naissance de la vague ML et AI. Et donc, je me suis dit, OK, ça, c'est vraiment chouette, ça. J'aimais Spark. Et du coup, je suis retrouvé chez Databricks un petit peu comme ça. En 2019, donc ça fait 4 ans, un petit peu plus. Et j'ai eu la chance de voir l'équipe de Paris grossir une petite poignée de personnes à presque 200 maintenant. Donc, c'est un sacré parcours qu'a fait la plateforme. C'est vraiment chouette. Chez Databricks, la solution que vous mettez le plus en avant, en tout cas, j'ai vu que c'était le cas sur le site, et moi, c'est celle que je connais, c'est le Lakehouse. Mais tu vois, je sais pas exactement te dire quelle est la différence entre un Lakehouse et un Warehouse encore aujourd'hui, et je pense que je suis pas le seul. Est-ce que tu peux peut-être justement nous réexpliquer quelle est la différence entre ces deux concepts, parce qu'on parle plus souvent finalement du Data Warehouse sur le podcast. Je pense que pour bien le comprendre, c'est intéressant de voir un petit peu l'histoire de Databricks. Databricks, ça a été fondé en 2014 par des étudiants à Berkeley qui voulaient faire le concours de Netflix. C'est $1 million qui est donné à l'équipe qui donne les meilleures recommandations pour les prochaines vidéos à recommander aux utilisateurs. Et donc, il y a un groupe un petit peu d'étudiants un peu geeks qui fait un moteur de calcul distribué pour répondre à ce concours. Et l'histoire, c'est qu'ils finissent ex aequo premier, mais comme ils soumettent le résultat quelques heures après le premier, en fait, ils finissent deuxième. Et du coup, ils n'ont pas le $1 million, mais à la place, ils créent Databricks. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès le début, il y a cette notion de data plus AI qui est sur Databricks. Et la plateforme est vraiment créée comme ça. Et à l'époque, on est plutôt côté Data Lake, en fait. Donc, côté Data Lake, on va être sur tout ce qui est ingestion de grosses données, du streaming, des données non structurées et beaucoup d'AI et de ML. Et en parallèle, vous aviez à l'époque toutes les plateformes de data warehouse un petit peu traditionnelles qui, elles, sont spécialisées sur du BI, du SQL, des données très structurées pour faire du requêtage un petit peu du BI, de la data vis. On s'est rendu compte en 2019-2020 qu'en fait, il y avait vraiment une opportunité, une simplification qu'on pouvait amener technologique en fusionnant un petit peu les deux capacités. Donc, avoir une plateforme unifiée avec un seul moteur de calcul qui soit capable de faire tous les cas d'utilisation. Donc à la fois les données non structurées, les AI, mais aussi la partie SQL structurée, BI, avec un moteur qui est ouvert et une couche qui est vraiment open source. Et donc ça, c'est la naissance du Lakehouse, donc pour avoir tous vos cas d'usage sur une seule plateforme sans avoir à combiner plusieurs technologies. Donc effectivement, une manière de le schématiser, c'est ce que tu dis. Le Data Warehouse, c'est plutôt pour l'analytics. Historiquement, le Data Lake, c'est plutôt pour le ML, pour le streaming, pour le temps réel, etc. Et le Lakehouse, c'était le concept de venir finalement réunir ces deux briques en une. C'est d'autant plus pertinent aujourd'hui que la vague de l'AI est en train de revenir, mais ça, on l'abordera un petit peu plus tard, justement, sur l'actu, on va dire, chaude et comment ça impacte Databricks, toute cette nouvelle trend là, autour des LLM et des IA génératives, etc. Juste avant, du coup, est-ce que ça, c'est votre produit phare ? Est-ce que vous proposez aussi d'autres briques ? Au fur et à mesure où j'échange avec des éditeurs logiciels, je me rends compte qu'en général, c'est toujours finalement une énorme caisse à outils où on retrouve pas mal de choses. Donc, je suppose que c'est le cas chez vous aussi. Ouais, c'est le cas. Mais en fait, on a vraiment une plateforme data complète. Je crois que c'est ce qui est un petit peu unique chez Databricks. En fait, pour travailler avec de la donnée sur la plateforme, on a une brique d'ingestion et de transformation de données. Donc, un petit peu une brique ETL avec un moteur de calcul très performant.
qui vous permet de venir ingérer n'importe quel type de données. Et vous pouvez brancher par exemple DBT, ou alors on a un outil un petit peu équivalent qui s'appelle Delta Livetable dessus pour venir faire vos transformations de façon déclarative en SQL, très simplement. Ensuite, une fois que les données elles sont sur la plateforme, il faut les sécuriser. Et donc là, on a un catalogue de données qui va faire toute la gouvernance de tous vos assets data. Donc là, on parle des tables que vous ingérez, mais aussi des modèles de machine learning, on parle des dashboards, des jobs qui viennent exécuter tout ça. Donc ça permet d'avoir une gouvernance data entière sur les données. Ici, par gouvernance, t'entends quoi? Par exemple, ça va être toute la notion de linéage. Par exemple, c'est un modèle qui est entraîné, qui est déposé dans un registry. On est capable de savoir que ce modèle il a été entraîné par tel job, avec telle donnée qui a été ingérée de telle source de données, de telle base SQL. Et vous avez l'ensemble des transformations comme ça. Donc, ça fait d'avoir vraiment une visibilité, d'être capable de suivre tout ce qui se passe dans le warehouse. Voilà, ouais. Donc, linéage, contrôle d'accès, journal d'audit, enfin vraiment toute la couche de gouvernance de catalogue. Donc, ingestion, on sécurise les données, on a toute cette couche de gouvernance sur les données pour gérer plein d'équipes. Et ensuite, on a une grosse brique de data warehouse. Donc là, il faut vraiment penser à un produit comme, je sais pas, BigQuery. Donc, vous cliquez, vous démarrez un warehouse, et vous envoyez des requêtages SQL. Alors, directement des analystes sur la plateforme, ou alors un outil de data viz. On a un petit outil de data viz en interne. On a plein de clients qui font du Tableau, du Power BI, ce genre de choses. Et la dernière couche, ça va être vraiment la couche d'AI et de ML et de machine learning. Une couche complète, à la fois pour faire du ML traditionnel, et puis toute la partie Gen AI maintenant avec les LLM, et toute cette stack-là. Et tous ces produits, on vient les orchestrer avec un vrai orchestrateur qui est sur la plateforme. Donc un petit peu comme un Airflow qui vient faire un petit peu le lien entre toutes ces couches-là et qui permet de commencer par la gestion. Ensuite, on sécurise, on rafraîchit le modèle, on rafraîchit le dashboard, ce genre de choses. Ok. Ouais, tu vois, donc c'est super intéressant parce que, bon, après, je suis pas non plus expert outil data, mais je savais pas du tout que vous étiez autant sur toutes les briques. Donc, en fait, j'ai l'impression que tu peux monter une stack presque bout en bout, juste en restant dans l'écosystème Databricks. Alors, c'est peut-être la majorité des clients ne font pas toujours ça parce que peut-être ils ont quand même d'autres outils, etc. Et comme tu le dis, tu peux utiliser DBT pour la partie transformation, tu peux utiliser BigQuery pour le warehouse et utiliser d'autres briques Databricks. Mais en théorie, tu pourrais presque être autonome sur la data en restant chez Databricks. Oui, c'est ça, ouais. Et alors, je crois qu'une valeur forte de la plateforme, c'est que c'est vraiment modulaire, notamment parce qu'on est très open. Dans toutes les technos qu'on a, on peut en citer quelques-unes, il y a du Spark, du MLflow, du Delta, c'est des grosses technologies open source avec une très grosse communauté. Et en fait, comme c'est open, c'est très facilement interopérable avec d'autres systèmes. Il y en a plein de clients qui font, je sais pas, l'ingestion avec Databricks et par exemple du BI avec BigQuery. Donc on voit ça beaucoup. Et on a même maintenant la couche d'ingestion de capture de bases de données. On a racheté Archeon il y a quelques mois. Et Archeon, ça va faire de la capture de CDC. Donc c'est un peu comme un Fivetran, un petit peu plus technique. On fait du CDC sur des bases opérationnelles, du Oracle, du MySQL. Donc comme ça, on a vraiment la chaîne de bout en bout. Mais c'est assez modulaire, donc vous pouvez dire je prends que l'orchestrateur plus l'ingestion et vous faites le reste ailleurs. Et du coup, je me rends pas compte, tu dirais que elle est comment la maturité de Databricks, par exemple, sur un marché comme celui de la France? C'est vrai que moi, j'entends de plus en plus parler de l'outil. J'avais entendu notamment avec Decathlon. Depuis, je me suis intéressé et je vois qu'en fait, vous êtes très présent. Moi, je vous positionne un petit peu, comme Snowflake, comme l'une des alternatives un peu sexy du moment pour manipuler de la donnée, mais quand même, avec Snowflake, je vous vois comme un peu les deux challengers. Et puis après, tout ne se compare pas, mais par rapport aux géants qui vont être plutôt les grosses suites de GCP, de AWS et de Azure, par exemple. Sur la plateforme data, il y a quelques gros acteurs. Je crois que le dernier chiffre qui a été lancé publiquement, c'était plus d'1 milliard, 1,5 milliard, je crois, de chiffre d'affaires. On n'est pas une société publique, donc on communique pas nos chiffres, mais ça donne un ordre de grandeur. Donc on est très présent, je crois qu'on va avoir 20 000 clients, quelque chose comme ça. Donc on a vraiment un gros portfolio. Et après, je crois qu'on en fait, on en a plein de compétitions sur chacune de nos briques, on va dire. Mais la valeur vraiment ajoutée de Databricks, c'est cette notion de plateforme, quoi. Oui, et puis en plus, t'es pas forcément obligé de le voir comme de manière binaire. Moi, je le voyais d'ailleurs quand je bossais pour des très gros groupes. Souvent, ils bossent avec plein de technologies différentes et ils vont d'ailleurs faire des POC avec les différents acteurs. Et puis même parfois, ils vont industrialiser avec plusieurs plateformes. Peut-être qu'ils vont être sur Snowflake pour le côté warehouse s'ils aiment bien la techno, mais ils vont être sur Databricks pour les sujets AI sur lesquels vous êtes beaucoup plus mature parce que vous avez fait le pari d'être un peu AI first depuis le début, etc. Donc en fait, de toute façon, c'est un peu difficile de réfléchir au marché comme ça, quoi. Et du coup, ça rejoint une autre question que je me pose, tu vois, et je crois que j'avais posé cette question à Anissé, justement, quand ils avaient décidé chez Decathlon d'aller chez vous. Tu dirais que justement, quelle est la raison principale en général qui fait que vous allez gagner un pitch ou que vous allez gagner un client sur des projets data ou pour devenir un peu la plateforme data? D'ailleurs, je sais pas exactement si c'est comme ça que ça se passe, hein.
je le vois un peu comme moi côté conseil, c'est-à-dire tu as plusieurs boîtes qui répondent à un appel d'offres, mais peut-être que c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Je pense qu'on fait pas souvent des appels d'offres comme ça. Par contre, la principale raison, il y en a peut-être deux maintenant, vous avez le fait que ce soit une plateforme qui soit vraiment intégrée. S'il faut que tu recrées toi-même ta moderne data stack, il va falloir que tu combines un moteur de data warehouse, quelque chose faire tes transformations comme DBT. Ensuite, il va te falloir des notebooks, quelque part pour entraîner tes modèles. Et donc, à chaque fois qu'il faut faire de la glue entre ces composants, c'est énormément de coûts et ça complexifie énormément la gouvernance des données. Une donnée qui est entraînée par un modèle, on ne sait pas trop d'où elle vient. Et ça pose des vrais challenges opérationnels. Parce que ton monitoring, il est bien fait à l'échelle de chaque brique, mais pas tellement transverse, quoi. Et la couche de sécurité, c'est pareil. Donc, le contrôle d'accès aux données. Chaque système a une couche de compliance qui est spécifique. Et donc, il faut la réimplémenter partout. Et en général, il n'y a pas les mêmes capacités. Donc, c'est très dur. Donc là, il y a une très grosse valeur ajoutée d'accélération des projets data, avoir tout packagé et tout qui marche super bien ensemble, avec vraiment une intégration. C'est la force de Databricks, c'est l'intégration des composants. Donc ça, c'est sûr que c'est la première partie avec une scalabilité qui va une scalabilité technique sur les petits et des gros volumes de données, mais aussi d'organisation. Petite et grosse structure. Si d'un coup, il y a 2000 personnes onboardées, on va organiser la plateforme data pour que ça marche. Et puis bien sûr, toute la partie AI et LLM, on pourra en reparler, mais là, on va dire que cette année, c'était l'explosion, et ça je pense que c'est une grosse valeur ajoutée. Ok, super intéressant. Et si on revient une seconde justement sur cette rivalité Databricks Snowflake, je suis curieux que tu nous dises un peu toi comment tu l'aperçois. Est-ce que c'est juste une lubie un peu d'influenceur data et c'était par exemple un hasard que vous ayez vos summits aux États-Unis au même moment, ou est-ce qu'il y a vraiment un peu une petite guéguerre bon enfant sûrement, mais Je crois qu'il y a un petit jeu, on va dire, d'influenceurs sur les réseaux sociaux avec une petite guéguerre, c'est ça qui fait le buzz, c'est ça qui fait les vues, et tout le monde en joue, et je pense qu'il faut le prendre au second degré, quoi. Alors l'histoire, c'est que Snowflake a mis le summit, donc c'est la grande messe annuelle, la même semaine que celui de Databricks. Du coup, Databricks s'est dit que c'était une bonne idée à la sortie du coup de l'aéroport de là où était le summit de Snowflake, d'acheter un énorme billboard, quelque chose de vraiment monstrueux, on pouvait pas le rater, en disant en gros que Databricks à l'échelle c'était 10 fois moins cher que Snowflake. Et ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est plus une petite guéguerre pour faire des vues, que ça va se parler des deux, dans les deux sens. Dans la réalité, il y a moins de compétition directe, et je pense que la meilleure façon de le résumer, c'est de prendre un petit peu l'historique des boîtes. Il y a Databricks, c'est vraiment ce côté data plus AI avec une plateforme data, et c'est ça que vous achetez. Et si tu veux plus quelque chose orienté warehouse pour faire du SQL et du BI, tu te rends plutôt vers Snowflake. Et du coup, en fonction des besoins, en général, ça matche bien. C'est sûr qu'il y a toujours une petite part de grise où il y a un overlap. Et c'est que le meilleur gagne. Finalement, ça dépend du besoin du client. Donc, en fait, le client va partir sur la bonne plateforme pour le bon use case ou pour le bon projet. Et comme tu dis, c'est pas aussi frontal que sur un appel d'offres où vous êtes 3 finalistes et où vous vous battez. En fait, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Ça, c'est moi qui le rend forcément un peu épique. Mais c'est le cas. C'est le cas. Et après, on a plein de clients qui ont les deux, mais d'ailleurs plus parce que nous, Snowflake, encore une fois, c'est qu'un aspect. Après, il y a plein d'autres plateformes qui font une couche AI et ML, il y en a d'autres. Et donc, on se retrouve sur des verticaux, mais nous, on se positionne vraiment comme l'ensemble. Je le vois un peu comme le McDo et le Burger King de la data. Tu vois, genre McDo et Burger King, ils font souvent des campagnes un peu où ils se tirent gentiment dans les pieds, mais pareil, en bon enfant, etc. Et je pense que vraiment les équipes marketing, en plus, s'aiment bien parce que ça tire leur image des deux vers le haut, quoi. Et c'est rigolo de retrouver un peu cette ambiance dans un milieu un peu plus nerd comme la data, tu vois. Ouais, je serai les auditeurs savoir qui est le king et qui est le qui est le clown, du coup. Alors, il y a une manière que moi j'ai de visualiser la situation un petit peu et la manière dont a évolué le marché, et notamment, par rapport à ce sujet Databricks Snowflake. Je suis curieux de te la dire et qu'après tu me dis si je raconte n'importe quoi ou pas. Tu vois, moi, l'impression que ça m'a donné, c'est pendant un moment, j'avais l'impression que Databricks avait pris un peu de retard sur l'aspect justement plutôt warehouse et sur l'aspect avoir une plateforme facile à utiliser pour l'analytics. Et que c'est pour ça que pendant un moment, j'ai l'impression que Snowflake avait pris un petit peu plus de place, et bien sûr BigQuery et d'autres warehouses, etc. Mais dernièrement, Snowflake avait réussi à prendre de la place, avait le vent en poupe parce que super facile à utiliser pour faire ses queries. Et c'est vrai que depuis quelques années, il y avait un peu ce côté, ras-le-bol un peu de parler du ML, c'est que des POC qui marchent jamais. Je tire le trait, tu vois, mais du coup, reconcentrons-nous sur l'analytique, le self-service, les fondamentaux, etc. Et donc, finalement, le ML a un peu mis de côté. Et donc, le pari que vous aviez fait à l'époque d'être très ML, de mon point de vue, tu vois, en tout cas en termes de branding très extérieur, ne fonctionnait pas aussi bien qu'on aurait pu le vouloir. Et en plus, ça vous donnait un aspect beaucoup plus complexe. Et donc, par rapport à ce que je viens de dire, les équipes qui voulaient rapidement pouvoir faire l'analytics,
l'orienter le plus self-service possible, faire en sorte que les data analysts puissent utiliser la plateforme, etc. Ben voilà, ça leur a donné un avantage compétitif pendant un moment. Et là, avec le buzz qui arrive sur les IA génératives, ça remet complètement l'IA au devant de la scène, tu vois, sur la priorité numéro 1, sur toutes les feuilles de route, je pense, de toutes les entreprises en termes de data. Et donc, bah, ça vous remet complètement, entre guillemets, comme un des acteurs les plus trendy du moment. Parce que bah, ce pari que vous aviez fait, que vous teniez, c'est-à-dire que vous n'avez pas retourné votre veste en cours de route totalement. Mais en plus, vous avez quand même travaillé sur ces aspects warehouse pour les rendre beaucoup plus simples. J'avais challengé d'ailleurs Anissé de Decathlon là-dessus. Il m'avait dit, si, ça c'est encore un aspect qui remonte à une époque où effectivement Databricks c'était plus complexe. Mais maintenant, ils ont fait le taf et ils ont un warehouse où tu peux faire du SQL et qui est facile d'utilisation, etc. Mais en plus, bah, t'as tes données au même endroit que là où tu peux faire tout ton ML et donc ça simplifie la vie et donc maintenant que t'as envie de gérer en même temps effectivement ton analytics simple mais aussi de faire ton ML, bah ça devient une l'alternative de choix quoi, en tout cas pour beaucoup d'équipes. Je vous sauce un peu, mais genre est-ce que grosso modo je résume bien la situation ou qu'est-ce que tu contredirais là-dessus? Je crois qu'il y a quelque chose qui est vrai, c'est qu'au début Databricks ça a commencé par les choses difficiles et c'est aussi un petit peu un groupe de nerds qui a fait Databricks. Ils sont tous des PhD, ils sont très smart, très, on va dire, dans le détail. Ils donnent des cours à la fac. Enfin, ils ont vraiment ce côté-là intellectuel. Et ils ont fait une plateforme au début qui faisait en priorité du streaming, de l'AI, du ML et des très gros volumes de données. Et donc, en fait, en s'attaquant à des problèmes complexes, on a un biais qui est qu'on fait souvent une plateforme un petit peu complexe. Et ça, c'était le tout début de Databricks, quand on faisait du Spark Manager plus des notebooks avec la stack ML. C'est vrai que la plateforme était dure d'utilisation, il fallait être un petit peu un expert Spark. Et on a pu avoir cette image-là, je pense qu'on l'a toujours un petit peu sur le marché. Mais maintenant, quand on ouvre Databricks, tout est ultra simplifié. On sait même pas que c'est du Spark sous le capot. On fait du SQL, ça marche très bien. On a plein de choses dans LLM qui font que tout est super simplifié sur la plateforme. Et je pense qu'on a un avantage qui est qu'on est parti de quelque chose de complexe. On est arrivé à rajouter une couche vraiment simple dessus. Et c'était plus facile de rajouter un data warehouse dans ce sens-là que de faire le move inverse. Et donc là, c'est vrai qu'on se retrouve avec un avantage compétitif sur le marché qui est assez fort. Alors on a toujours ce biais à avoir tendance à pousser et à promouvoir des choses complexes parce qu'on est des geeks et on aime bien quand c'est des choses super smart et qu'on entraîne nos modèles de LLM et tout. C'est comme ça. Alors en tout cas, je parle des équipes techniques comme moi chez Databricks. Mais ouais, ce qui est sûr, je suis d'accord qu'avant on faisait du UML. Tout le monde disait que c'était la priorité de faire du ML et du AI, mais on sentait que c'était bon, on le fera, mais c'est une priorité, mais c'est pas la toute première priorité. Et je pense que les entreprises savaient pas trop comment vraiment en retirer de l'argent. Il y avait toujours ces petits points marginaux on va dire de ROI qu'on arrivait à dégager avec un petit peu de recommandations, des use cases comme ça, mais c'était pas game changer. Et depuis l'arrivée de ChatGPT, en fait, l'année dernière, il y a un vrai changement qui s'opère. Et là, les entreprises se disent, OK, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Et nous, on les attend les bras ouverts en disant, bah, venez voir, on a toute la stack. On est prêt en fait. Ça fait 10 ans qu'on attend. Et justement, je voulais qu'on parle un peu plus de ce sujet-là. Quel impact ça a eu sur Databricks, l'arrivée de cette tendance? C'est juste ChatGPT et l'utilisation des LLM simplifiée pour tout le monde qui est arrivé. Ça a redynamisé complètement, je pense, les feuilles de route des entreprises et donc ça change complètement le marché. Comment ça a impacté Databricks? J'ai vu notamment que vous aviez fait une énorme levée de fonds récemment. Je crois que c'était, j'ai envie de dire de bêtises, c'était 500 millions, non? Je suppose que ça doit être lié d'une manière ou d'une autre, et donc curieux que tu nous en dises un peu plus pour les fonctionnalités, même en interne, quoi, comment tu le vis? Oui, il y a de grosses nouveautés, enfin annonces qui ont été faites. Donc il y a une assez grosse levée de fonds qui a été lancée il y a quelques semaines de 500 millions. Et un petit peu avant, on a fait l'acquisition d'une très grosse startup qui s'appelle Mosaic ML. Donc c'est une acquisition à 1,3 milliard. Donc c'est un très gros pari de Databricks. Mosaic ML, c'est toujours les spécialistes de l'entraînement de LLM pour les entreprises. Donc vous êtes une entreprise, vous voulez entraîner votre propre chat GPT. Il y a plein d'intérêts de faire ça, c'est réglementaire, vous le respécialisez sur vos données. Enfin, il y a plein de boîtes qui veulent faire ça. C'est quasiment impossible à faire soi-même, sauf si vous avez une armée d'experts AI, ce que n'ont pas les entreprises. Et donc Mosaic ML offre ces services-là. Et donc Databricks a fait le choix de faire l'acquisition de Mosaic ML parce qu'on croit vraiment qu'il y a une transformation de marché qui s'opère. Et ça se fait un petit peu sur 2 niveaux. Le premier niveau, et c'est vraiment ce que pensait Databricks depuis le début, c'est que l'AI va vraiment dominer le monde. Il y a une quote assez célèbre qui dit que software eat the world, et maintenant la nouvelle quote c'est que l'AI eat the software, donc c'est vraiment devenu la chose que tout le monde suit. Et donc on pense que ça va disrupter toutes les entreprises, et on le voit, tout le monde se jette dessus. Donc maintenant vous allez plus, je sais pas, vendre des chaussures, vous allez être une boîte data plus AI, qui vend des chaussures, mais votre métier, c'est data plus l'AI. Et donc, pour accompagner ça, on fournit plein de services à nos clients pour qu'ils puissent faire ce genre on appelle ça des apps Gen AI. Donc, le cas d'utilisation classique, ça va être
des chatbots, des choses comme ça qui vont répondre aux clients, tout ce qui est dans la visualisation, la génération d'images, ce genre d'application. Donc là, on a toute une suite pour accompagner nos clients. Donc ça, c'est le premier, on va dire, impact, qui est comment est-ce qu'on accompagne nos clients à faire ces sujets-là. Et le deuxième impact, c'est qu'on pense qu'en fait, Databricks, comme tous nos clients, on va se faire disrupter par cette partie d'AI. Et on est à peu près sûr que ça va arriver. Moi, je suis sûr que dans 3-4 ans, en fait, la moderne data stack, ce sera la moderne Gen AI stack, je sais pas comment appeler ça. Mais on fera plus de la data, on fera plus du SQL comme on le fait maintenant. Alors, c'est dur de savoir ce qu'on fera parce qu'une disruption, par défaut, Ouais. Si tu le savais, tu serais en train de monter une boîte. On a un peu les ingrédients du cocktail, hein, donc on peut imaginer quelque chose qui sera très... on va décrire ce qu'on fait pour faire des ingestions de données avec des assistants qui vont nous créer nos pipelines de données un petit peu automatiquement. Je pense qu'il y aura des contrats de données qui seront automatiquement gérés par de l'AI, venir s'adapter et bien communiquer entre eux. Donc on aura tous ces composants-là qui vont fonctionner. Et tu auras notamment, c'est ce qu'on a sur Databricks là, par exemple, on a des AI qui viennent décrire en tâche de fond l'ensemble de vos données. Donc on interroge les LLM, on leur dit « Qu'est-ce que tu penses de cette table-là ? Qu'est-ce que tu penses qu'il y a comme données ?» Et donc le moteur, il va analyser les données, il vient la décrire, on stocke cette information-là. Et du coup, après, quand vous faites une recherche sur la plateforme et que tu mets par exemple « Donne-moi mes revenus pour le quarter de 2023 sur mon année fiscale », vu qu'on a décrit les données et qu'on connaît un petit peu les métiers de nos clients, automatiquement, on va dire, OK, donc c'est cette table-là qu'il faut requêter. Une année fiscale chez ce client-là, ça va être à partir de février, donc on fait la requête sur le mois de février. Et ensuite, automatiquement, on va faire du text to query, voire du text to visualisation directement. Si on saute la query, on n'a pas besoin. Oui, j'avoue. Et du coup, on peut passer par la query finalement. On sort le résultat. Donc ça, c'est dispo là chez Databricks. C'est des balbutiements, ça commence à marcher, il y a plein de choses qu'il faut changer. D'ailleurs, c'est là où on voit l'intérêt d'avoir cette plateforme unifiée. Et je pense que c'est un gros avantage, c'est que si tu as un catalogue de données qui a une connaissance et une compréhension entière de tes flux data, telle donnée, tu sais à tel endroit, etc., tu vas être capable de faire un assistant qui comprend ça et qui va répondre correctement. Si tu as plein de systèmes disparates, l'assistant ne va pas savoir que tous les composants fonctionnent de cette manière ensemble. Et ça va être très dur de faire ces text to insight qui soient pertinents. Ouais, c'est super intéressant. Et effectivement, parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de boîtes qui travaillent d'une manière ou d'une autre sur ce type de projet, tu vois, qui vont utiliser de la Gen AI pour essayer de documenter automatiquement, un peu comme tu dis, la data. Je pense que tous les data catalogues sont dessus aussi. Tu as des boîtes sur l'analytics qui essayent de voir comment tu vas pouvoir utiliser des LLM pour effectivement faire tes requêtes en langage naturel ou ta vision en langage naturel. Mais c'est intéressant parce que vous, le fait que vous soyez capable de plugger ces fonctionnalités directement dans la plateforme, tout en étant aussi capable de créer des LLM internes, du coup, dans des environnements sécurisés, etc., ça vous donne quand même un gros avantage pour déployer tout ça, quoi. Et d'ailleurs, sur ça, on a fait un épisode, l'épisode 80, avec Marc Sanselme, qui est un gros expert, justement, data science et IA en France. Et on a fait un épisode focus sur ce sujet de ChatGPT, de la tendance des LLM, dans lequel on rentre un peu plus en profondeur sur, justement, les différents cas d'usage que les entreprises sont en train de lancer, notamment celui que tu évoquais, de se créer un peu la base, en fait, de se créer son ChatGPT interne. Et après, voilà, plein de choses qu'on peut en faire, etc. Donc, pour ceux qui veulent creuser le point, n'hésitez pas à aller l'écouter. Et peut-être juste pour finir, du coup, cette disruption des plateformes data, on dit que les lakehouse, c'était ça, mais sans l'intelligence. Et maintenant, on pense qu'il y a une nouvelle génération qui va arriver. On appelle ça des Data Intelligence Platforms. Et donc, on pense que dans le futur, la moderne data stack, ça sera une moderne Data Intelligence Platform. Donc, on va voir un petit peu comment ça évolue. Mais c'est le nouveau concept que vous allez pousser, quoi. Lakehouse, c'est... Au bout de 2 ans, il faut changer, ouais. Ouais, vous n'êtes pas non plus les derniers sur le marketing quand même pour avoir créé le concept de Lakehouse, etc. Alors j'arrive tranquillement sur la fin, mais d'ailleurs ça m'intéresse de comprendre un peu comment ça se passe en interne, ce type de grosses innovations. Là, je pense que tout le monde s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est un peu évident, vous êtes au cœur un peu du réacteur sur l'IA. Mais comment ces nouvelles initiatives sont mises en place, comment ce concept de Data Intelligence Platform émerge, et c'est un peu ce que tu dis, c'est qu'en fait, de toute façon, les fondateurs à la base, c'est des nerds, et eux, ils sont finalement sur le pont déjà en train d'être super excités, encore comme si c'était le 2e jour de la création de Databricks, ou est-ce que c'est un process super ficelé, ou je sais pas. C'est plutôt une très grosse startup qui bouge dans tous les sens, Databricks. Super actif. On a notre CEO, c'est presque un peu un geek, quoi. Il va dans le détail, il connaît absolument tout sur tout. J'ai déjà vu faire des pull requests sur des sujets super avancés. Je sais pas comment il trouve le temps de faire tout ça en plus de son job. Oui, il fait des pull requests parfois. Ouais, et des fois, il fait des commentaires
sur des choses que même moi je comprends pas alors que je suis censé suivre la technique. Donc il est vraiment à fond là-dedans. Je pense que c'est son côté très PhD et académique qui fait qu'il suit vraiment toutes les nouveautés, tous les papiers. Mais il n'y a pas que lui, il y a tous les fondateurs. On a un groupe de fondateurs assez nombreux qui sont toujours là. Et je pense qu'eux, ils ont vraiment une vision qui est incroyable. Moi, c'est ce que je trouve captivant chez Databricks. Ils avaient une vision depuis le début, ils s'y tiennent, ça marche, c'est assez dingue. Et là, ils accélèrent un truc de fou. On peut donner juste un exemple, c'est une petite anecdote marrante. Databricks, en début de l'année, on a été les premiers à sortir Dolly. Donc, c'est un LLM, donc un large language model, qui est open source. Ça veut dire lisable commercialement. Ça veut dire que n'importe quelle société peut le prendre, générer des données et utiliser des données de façon commerciale, y compris pour entraîner des modèles. Ce qui n'est pas le cas des autres LLM. Par exemple, ChatGPT, vous pouvez pas utiliser les données qui vous génèrent pour entraîner vos modèles. Et donc, la problématique, c'est que pour entraîner un modèle comme ça, il vous faut des sources de données. Et donc, on a eu pendant un mois notre CEO qui nous a envoyé des mails, je pense à peu près tous les 2 jours, en demandant à tout le monde de écrire à la main des questions qu'il fallait crafter nous-mêmes. Il en fallait 15 000. Donc, on est 6 000 employés chez Databricks, donc ça fait à peu près 3 questions par personne. Et donc, ils ont poussé. Et en une semaine, il y a eu la release de ChatGPT. Juste après, on a entraîné notre modèle, on a sorti Dolly. Et en un mois, on avait Dolly qui était sorti. Et enfin, c'est une rapidité d'exécution qui est complètement dingue. Ah oui, c'est vraiment, c'est modèle startup, quoi. C'est en mode, je m'en fous que tu sois pas dans le département machin, tu vas écrire des questions pour aider l'équipe produit. Et donc, ouais, ça, c'est bien l'ADN de Databricks. Donc, c'est super sympa parce que c'est vrai que même si on est une grosse boîte, il y a énormément d'employés, on a encore toujours cette excitation. Ouais. Écoute, Quentin, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Alors, moi, j'aime beaucoup les podcasts de Lex Fridman. Ok. Alors, c'est un peu plus ouvert que uniquement de la data. Je sais pas si tu connais, il fait des interviews avec des gens. Alors, lui, c'est un data scientist, donc il fait beaucoup d'AI. Là, je crois que le dernier qui vient de sortir, c'est avec Jeff Bezos, par exemple. Il a plein d'invités fous. Et il parle je suis aussi, ouais. Il parle de tech, il parle de politique, il parle de biologie. Je trouve ça vraiment passionnant ce qu'il fait. Et c'est vraiment du contenu qualitatif. C'est en anglais, en revanche, donc il faut s'accrocher un peu, mais je le mettrai en description, c'est une très bonne reco. Qu'est-ce que tu aimes dans la data et dans l'IA? Faut élargir un peu. On dirait une question de recrutement, ça. Ouais. Je crois que ce que je trouve vraiment passionnant dans la data, c'est qu'on commence avec des choses assez simples, juste des petits bouts de data. Et même quand on regarde des LLM, si on regarde le composant d'un LLM, c'est un peu de texte en entrée. Les composants, ils sont vraiment simples, c'est vraiment pas compliqué. Et quand on fait la somme de tout ça et qu'on met plein de data, que ce soit des données, on va dire, classiques, où on fait un petit peu de stats dessus, ou alors des LLM, on arrive à un résultat qui est phénoménal, complètement contre-intuitif souvent avec ce qu'il y a à l'entrée, et le résultat est juste waouh, on sait même pas pourquoi ça marche, et je trouve ça vraiment cool et j'aime bien suivre ça. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Je crois que c'est de rester un petit peu curieux et ouvert. Souvent on a tendance à s'enfermer sur ce qu'on connaît, on a un gros biais de sources d'informations, hein. Donc le fait d'aller... Alors moi, en plus, j'ai la chance d'avoir un job où je vais voir beaucoup de clients et je vois plein de stacks qui a été mis en place. Et je trouve ça super d'aller comprendre pourquoi ils ont mis ça, en restant vraiment empathique, parce que souvent, même si la solution, elle paraît, on va dire, bizarre, il y a une bonne raison pour laquelle ils l'ont fait derrière. Et le fait de comprendre un petit peu les raisons et essayer de les aider avec vraiment une bonne intention, on apprend plein de choses et ça fait vraiment progresser et on découvre des choses assez inattendues. On change de conviction même des fois. Et d'ailleurs, on aurait dû en parler sur les contenus, mais on a une newsletter qu'on a lancée il y a pas longtemps, pour un peu montrer toutes les nouveautés qui sortent sur la Lakehouse. Donc le plus simple, c'est une monsieur sur LinkedIn. Ok, excellent. Tu me la partageras, je la mettrai également en description pour qu'on puisse aller regarder tout ça. Enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ce dont on m'a parlé avant, donc être vraiment être curieux, être ouvert. Je crois que ce qui fait la différence, c'est de vraiment essayer d'aider les gens. C'est-à-dire qu'on va les voir et on se dit pourquoi tu fais ça et c'est quoi ton problème et comment est-ce que je peux t'aider? Et c'est la bonne question à poser. Et en fait, après, ça marche. Dès qu'on sort de là et qu'on commence à avoir une approche qui est plus je vais essayer de te vendre quelque chose, enlève ce que t'as, c'est pas bien, alors qu'on sait pas trop pourquoi. Et je vais te vendre un autre truc, ça marche pas. Et moi, les meilleurs clients avec lesquels j'ai travaillé, c'était des gens qui étaient... on arrivait ensemble, on faisait quelque chose de super, tout le monde était ravi, et t'as vraiment des situations, c'est du win-win. T'as l'éditeur qui est ravi parce que ça consomme sur la plateforme, le client, on lui fait gagner des millions, on accélère ensemble, et ça se passe super bien. Ouais. Et enfin, si des équipes data de l'audience souhaitent échanger avec toi, justement pour parler Databricks ou des nerds qui sont déjà sur Databricks ou qui voudraient en savoir plus sur la solution, comment ça se passe? Sur LinkedIn, tu disais. Ouais, le plus simple, c'est de nous contacter sur LinkedIn, à vraiment n'importe qui, l'équipe France qui est sur LinkedIn, vous leur envoyez un petit message ou à moi directement. Donc ça, c'est avec plaisir. Et je crois qu'il y a un événement qui arrive le 28 février. Je crois que c'est chez Equimetrix et c'est un événement avec toutes les startups et les scale-up
qui sont chez Databricks ou alors qui sont intéressés par la data et les concepts de lakehouse dont on a parlé. Ok, Donc vous pouvez suivre ça, je pense qu'on donnera le lien. excellent. Et donc là, Parfait. c'est super. La dernière fois, il y avait des gens comme, je crois qu'il y avait Miracle, Decathlon, Back Market. Ok, excellent. Pareil, je mettrai le lien s'il est déjà disponible en description. Écoute, Quentin, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous éclairer sur Databricks. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir découvert tout un monde. Merci à toi, c'était un plaisir. Puis j'espère que maintenant, on va faire du lakehouse. Allez, je te dis à bientôt. Merci Romain.